Le 11 octobre 2025, le monde a perdu une femme qui nous a appris à rire de nous-mêmes, à nous habiller comme personne et à vivre intensément selon nos propres termes. Diane Keaton, lauréate d'un Oscar, icône de style et l'un des talents les plus singuliers d'Hollywood, a rendu son dernier souffle à 79 ans. La nouvelle est arrivée discrètement, comme elle l'aurait peut-être préféré, depuis sa maison de Brentwood un samedi matin, lorsque la lumière était encore douce et que le monde ne s'était pas encore réveillé à cette perte. Et dans les jours qui ont suivi, alors que les hommages affluaient et que les caméras se tournaient vers son héritage, un détail a commencé à émerger qui a stoppé tout le monde net, la fortune qu'elle a laissée derrière elle. Non seulement sa taille, estimée à 100 millions de dollars, mais ce qu'elle représentait, car ce n'était pas de l'argent gagné en jouant la sécurité. C'était une richesse construite à partir de la réinvention, du risque, de l'achat de maisons délabrées et de les rendre belles à nouveau, de dire oui à des rôles qui l'effrayaient, d'adopter des enfants dans la cinquantaine quand le monde lui disait qu'elle avait raté sa chance, de ne jamais se marier et de ne jamais s'en excuser. La fortune a fait pleurer sa famille, oui, mais pas à cause de la cupidité ou des querelles d'héritage ou de toutes les choses laides qui suivent parfois la mort. Ils ont pleuré parce que chaque dollar, chaque propriété, chaque restauration de revival colonial espagnol racontait l'histoire d'une femme qui refusait d'être contenue, qui trouvait la beauté dans les ruines, qui transformait la solitude en art. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit du poids qui y est attaché, des choix, des sacrifices, des révolutions silencieuses que personne n'avait vu venir. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas tout à fait correspondre au moule, vous connaissiez Diane Keaton. Elle a fait carrière en étant celle qui sort du lot, la femme avec la cravate d'homme et le chapeau trop grand, celle qui bégayait et doutait, et qui pourtant volait chaque scène. Mais bien avant de devenir cette icône, elle était juste Diane Hall, une fille née en janvier 1946 à Los Angeles, bien que sa famille n'ait rien à voir avec l'industrie scintillante à quelques kilomètres de là. Son père, John Hall, était ingénieur civil et agent immobilier, stable et pratique. Sa mère, Dorothy, était femme au foyer et photographe amateur, qui voyait le monde à travers un objectif, toujours à la recherche du cadre dans le cadre. Diane était l'aînée de 4 enfants, et déjà, il y avait en elle quelque chose d'agité, quelque chose qui ne restait pas en place. Elle n'était pas la plus jolie fille de la pièce. Elle n'était pas la plus confiante, mais elle avait une voix, littéralement et figurativement, et elle voulait désespérément être entendue. À Santa Ana, où elle a grandi, elle s'est investie dans les comédies musicales et les productions théâtrales de l'école. Elle a joué Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir au lycée. Et même à ce moment-là, on pouvait le voir. La façon dont elle incarnait des personnages fragiles, en quête, essayant de se maintenir dans un monde qui les déchirait. Elle pensait qu'elle serait chanteuse. C'était le rêve, pas les films, pas la célébrité, juste chanter, se tenir sur une scène et laisser sa voix porter. Mais les voix, elle apprendrait, prennent de nombreuses formes, et parfois la chose la plus vraie que l'on puisse dire n'est pas chanter du tout. C'est vécu. Après une seule année d'université, Diane a fait un choix qui définirait tout ce qui suivrait. Elle a abandonné et a déménagé à Manhattan. 22 ans, à peine adulte, elle a mis sa vie dans des valises et a échangé le soleil de Californie contre la rudesse et la saleté de New York à la fin des années 60. Elle s'est inscrite au Neighborhood Playhouse, étudiant le théâtre sous des professeurs qui voyaient quelque chose en elle, une étincelle peut-être, ou une obstination qui refusait de s'éteindre. Mais il y avait un problème. Actors Equity avait déjà une Diane Hall dans leur registre. Alors elle a fait ce que chaque jeune artiste fait quand le monde leur dit qu'ils ne peuvent pas être qui ils sont. Elle s'est réinventée. Elle a pris le nom de jeune fille de sa mère, Keaton, et l'a fait sien. C'était un petit geste, pratique, mais c'était aussi un signal. Voilà qui je suis maintenant. C'est le nom que je vais faire compter. Sa première grande opportunité est venue à Broadway en 1968 lorsqu'elle aurait été choisie comme doublure pour Sheila dans la production originale de Hair. Ce n'était pas glamour. Ce n'était même pas un rôle principal, mais c'était un début. Et puis l'année suivante, elle a obtenu un rôle dans la pièce de Woody Allen, Play It Again, Sam, et tout a changé. Allen a vu en elle quelque chose que personne d'autre n'avait encore vraiment nommé. Il a vu la vulnérabilité sous l'humour, l'intelligence sous le bégaiement, la façon dont elle pouvait vous faire rire et vous briser le cœur dans le même souffle. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils sont devenus collaborateurs et pendant un temps, ils étaient inséparables, deux artistes se nourrissant des rythmes de l'autre. Mais le prix d'être vus est
invisible. Et Diane était sur le point d'apprendre que les projecteurs n'éclairent pas seulement, ils brûlent. La percée est survenue en 1972 lorsque Francis Ford Coppola l'a choisi pour le rôle de Kay Adams dans Le Parrain. Ce n'était pas un choix évident. Kay était censée être le centre moral du film, la femme qui représentait tout ce que Michael Corleone laissait derrière lui. Il disait qu'elle devait être vanille, simple, un contraste avec l'obscurité. Mais Coppola voyait plus loin. Des années plus tard, quand Keaton elle-même lui a demandé pourquoi il l'avait choisie, il a dit « Je t'ai choisi parce que bien que tu devais jouer l'épouse plus simple et vanille, il y avait quelque chose de plus en toi, plus profond, plus drôle et très intéressant. » J'avais raison. Elle n'a pas seulement joué Kay, elle a donné de l'importance à Kay, elle lui a donné du poids. Et dans le processus, elle a prouvé qu'elle pouvait faire plus que de la comédie. Elle pouvait tenir l'écran face à Al Pacino. Elle pouvait être le calme dans une tempête de violence. Elle est sortie avec Pacino pendant le tournage du Parrain deuxième partie, et pendant un temps, leur relation était aussi intense que n'importe quelle scène à l'écran. Mais les relations forgées dans la chaleur de la création survivent rarement à la froide lumière de la vie réelle. Ils se sont séparés. Le film s'est terminé et Diane est passée à autre chose, emportant avec elle les leçons d'amour et de perte dans le chapitre suivant. Car s'il y a une chose qu'elle comprenait, c'était cela. Tu n'attends pas la permission pour avancer, tu y vas simplement. Mais c'est là que ça se complique. Parce que même si la carrière de Keaton commençait à décoller, l'industrie continuait à essayer de la cantonner. Elle était la copine excentrique, la petite amie névrosée, la femme qui faisait paraître les hommes meilleurs en comparaison. Et chaque fois qu'elle acceptait un rôle, elle faisait face à la même question. Êtes-vous sûr de pouvoir faire cela? Les réalisateurs doutaient de son éventail. Les studios doutaient de son attrait. Les critiques la rejetaient comme une actrice monotone profitant de la renommée de Woody Allen. Elle aurait pu jouer la sécurité. Elle aurait pu se contenter des rôles faciles. Mais Diane Keaton ne savait pas comment jouer la sécurité. Donc, en 1977, quand Allen a écrit Annie Hall, un rôle inspiré par elle, nommé d'après elle, le surnom de Diane était Annie et son nom de famille avant Keaton était Hall, elle ne l'a pas seulement interprété, elle l'a incarné. Annie Hall était maladroite et brillante et en quête, une femme qui portait des vêtements d'homme parce qu'ils lui ressemblèrent davantage, qui parlait trop et réfléchissait trop et aimait trop profondément, et le public se voyait en elle. Le film est devenu un phénomène culturel. Keaton a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est devenue une icône de style du jour au lendemain. Les cravates, les gilets, les chapeaux, tout cela. Mais ce que la plupart des gens n'ont pas vu, c'est le prix à payer pour se tenir sur cette scène et accepter cette statuette. Car avec le succès est venue la critique, avec la visibilité est venue la vulnérabilité. Et le monde avait des opinions sur qui Diane Keaton devait être, comment elle devait s'habiller, qui elle devait aimer, quand elle devait se ranger. Elle a ignoré tout cela, et c'était plus que tout le risque qui a tout changé. Au moment où les années 80 sont arrivées, Diane Keaton s'était imposée comme une actrice dramatique dans Reds de Warren Beatty, obtenant une autre nomination aux Oscars. Elle avait travaillé avec certains des plus grands réalisateurs de sa génération. Elle avait construit une carrière dont la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver. Mais elle n'était pas satisfaite parce qu'elle avait découvert autre chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les scripts ou les caméras. Elle aimait les maisons, pas seulement y vivre, les transformer. Elle se promenait dans les quartiers de Los Angeles et voyait une maison coloniale espagnole délabrée, avec de la peinture écaillée et des poutres affaissées. Et là où tout le monde voyait une démolition, elle voyait du potentiel. Elle voyait de l'histoire. Elle voyait une histoire qui méritait d'être racontée. Alors elle a commencé à acheter des propriétés, des domaines délabrés, des joyaux architecturaux que le temps avait oubliés, et elle s'y est investie, à engager les bons artisans, à chercher des carreaux anciens, à étudier le travail d'architectes comme Wallace Neff et Lloyd Wright. Elle ne rénovait pas des maisons pour un gain rapide. Elle les restaurait, leur redonnait vie, honorait ce qu'elles avaient été tout en les rendant habitables pour ce qu'elles pouvaient devenir. Et dans le processus, elle a fait fortune. Sa propriété à Laguna Beach, achetée pour 7 500 000 $ en 2004, a été vendue pour 12 750 000 $ seulement 2 ans plus tard. Une maison à Pacific Palisades, achetée pour 5 600 000 $ en 2012, a été vendue pour 6 900 000 $ en 2016. Une propriété à Tucson acquise pour 1 500 000 $ en 2018 a été vendue pour 2 600 000 $ en 2020. Et son joyau, son domaine à Brentwood, acheté en 2009 pour 4 700 000 $, a été mis en vente en mars 2025 pour 28 900 000 $. Madonna a une fois acheté l'une de ses demeures restaurées à Los Angeles pour 6 500 000 $. Architectural Digest a présenté son travail.
Diane, qui ne s'était jamais mariée, qui avait construit sa vie selon ses propres termes, avait aussi bâti un empire selon ses propres termes. Mais voici le pivot. Ce n'était pas juste de la richesse, c'était du poids, parce que chaque propriété nécessitait du personnel pour l'entretenir. Chaque rénovation comportait un risque. Et si le marché s'effondrait? Et si les permis n'étaient pas accordés? Et si elle avait mal évalué la valeur? Et chaque dollar représentait un choix de continuer à travailler, à créer, à prouver qu'elle pouvait faire plus que jouer. Elle portait le fardeau d'être à la fois artiste et entrepreneur, et le coût était invisible pour tout le monde sauf pour elle. Le coût privé de vivre une vie publique est quelque chose dont nous parlons rarement. Nous voyons les tapis rouges, les récompenses et les couvertures de magazines, mais nous ne voyons pas les moments de calme entre les deux. Diane Keaton ne s'est jamais mariée, et les gens lui ont posé la question sans cesse. Pourquoi pas? Ne voulait-elle pas de compagnie? N'était-elle pas seule? Et elle répondait avec humour et esquive en disant des choses comme « Je ne pense pas que je serais une bonne épouse. Je pense qu'il serait difficile pour un homme de vivre avec moi. » Mais la vérité était plus compliquée. Elle avait aimé profondément Woody Allen, Warren Beatty, Al Pacino. Mais ces relations avaient brûlé intensément et rapidement, alimentées par la créativité et l'intensité, et le genre de connexion qui ne survit pas toujours aux réalités banales de la vie quotidienne. Elle avait choisi son travail plutôt que de s'installer. Elle avait choisi l'indépendance plutôt que le compromis. Et il y avait des nuits, sûrement, où ce choix pesait lourd, où la maison était trop silencieuse, où le succès semblait un piètre substitut à l'intimité. Mais elle ne s'apitoyait pas. Au lieu de cela, dans la cinquantaine, elle a fait quelque chose qui a choqué ses amis et sa famille. Elle a adopté 2 enfants. D'abord, une fille, Dexter, puis un fils, Duke. Elle est devenue mère à un âge où la plupart des gens deviennent grands-parents, et elle s'y est investie avec le même engagement farouche qu'elle apportait à tout le reste. Ce qui est choquant, c'est que je m'inquiète différemment maintenant, a-t-elle dit à Life Magazine en 2005. Avant d'avoir des enfants, si je m'inquiétais, c'était seulement pour moi. Mais en tant que parent, on ne fait que s'inquiéter. C'est la règle numéro 1 de la parentalité. Inquiétez-vous secrètement sans que les enfants sachent que vous êtes inquiète. La maternité l'a changée. Cela lui a donné un but au-delà d'elle-même. Mais cela signifiait aussi plus de poids, plus de personnes dépendant d'elle, plus d'avenir reposant sur les choix qu'elle faisait. Elle avait des ancrages dans sa vie, des personnes qui la stabilisaient quand le monde tournait trop vite. Sa mère, Dorothy, qui lui a appris à voir la beauté dans les choses ordinaires. Son frère, Randy, qui luttait contre la maladie mentale et l'alcool, et qu'elle aimait profondément même quand elle ne pouvait pas le sauver. Quand je repense à Randy, je me dis juste « Wow, j'aurais aimé être une meilleure sœur », a-t-elle confié à ABC News en 2020. Ce regret est resté avec elle, une douleur silencieuse qui ne s'est jamais complètement guérie. Et il y avait aussi des fractures. Ses relations avec certains de ses anciens collaborateurs sont devenues compliquées avec le temps. L'industrie a changé. Les rôles pour les femmes de plus de 50 ans se sont raréfiés. Et Diane, qui avait autrefois attiré les foules, s'est retrouvée à se battre pour des rôles. Mais elle a continué à travailler. Elle a fait Something's Gotta Give avec Jack Nicholson et a obtenu une autre nomination aux Oscars à 57 ans. Elle a joué dans The First Wives Club, Father of the Bride et Book Club, des films qui ont prouvé que les femmes plus âgées pouvaient encore être drôles, encore être désirables, encore être au centre de l'histoire. Et pendant tout ce temps, elle a continué à restaurer des maisons, à écrire des livres, à photographier le monde à travers l'objectif de sa mère. Elle a refusé d'arrêter, car s'arrêter, pour Diane Keaton, aurait été comme disparaître, et elle avait travaillé trop dur pour être vue pour laisser cela se produire maintenant. Maintenant, si vous vous demandez à quoi ressemble un tel héritage en termes pratiques, voici le deuxième passage sur la fortune. Au moment de sa mort, la succession de Diane Keaton était estimée à 100 millions de dollars. Cette richesse provenait de décennies de droits d'auteur de films. Rien que Annie Hall continue de générer des revenus, en streaming sur des plateformes et en étant projetée dans des rétrospectives à travers le monde. Il y avait des droits résiduels de la trilogie Le Parrain, l'une des franchises cinématographiques les plus lucratives de l'histoire. Il y avait des bénéfices de son travail de réalisatrice, de ses crédits de production, de ses livres à succès comme The House That Pinterest Built. Il y avait des honoraires pour ses conférences. Elle commandait entre 150 000 et 299 000 dollars par apparition lors d'événements de haut niveau. Mais la majeure partie de sa fortune provenait de l'immobilier, de cette activité secondaire qui est devenue une deuxième carrière. Sa maison à Brentwood représentait à elle seule une énorme partie de sa valeur nette, et elle venait de terminer la dernière rénovation avant que sa santé ne commence à décliner au début de l'année 2025. Et les voisins disaient qu'elle promenait son chien tous les jours, toujours avec un chapeau et ses lunettes de soleil emblématiques, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Et puis, soudainement, en mars, elle
À vendre. C'était un signal, bien que personne ne veuille le voir ainsi. Elle savait qu'elle manquait de temps. Au-delà des propriétés et des redevances, il y avait les éléments intangibles, ses archives, ses collections de photographies, la propriété intellectuelle de ses livres et films. Et puis, il y avait les responsabilités. Le personnel qui entretenait ses propriétés, les impôts sur plusieurs domaines, les primes d'assurance, les dépenses mensuelles qui accompagnent d'une telle richesse. Ce n'était pas un revenu passif, c'était une machine qui nécessitait une attention constante. Et alors que sa santé déclinait à l'approche de la fin, la question devenait « qui pourrait porter le poids ?» Pas seulement la richesse, le poids. Parce que chaque bien venait avec une histoire, chaque propriété détenait un souvenir. Et les enfants de Diane, Dexter et Duke, maintenant dans la vingtaine, hériteraient non seulement de l'argent, mais du fardeau de décider quoi en faire. Gardent-ils le domaine de Brentwood, la maison que leur mère a restaurée avec amour pendant 16 ans? La vendent-ils et honorent-ils son travail en laissant quelqu'un d'autre l'aimer comme elle l'a fait? Continuent-ils son héritage de préservation ou tracent-ils leur propre chemin? Ce ne sont pas des questions faciles, et les larmes versées par sa famille n'étaient pas des larmes de joie ou de cupidité. C'étaient des larmes de responsabilité écrasante, de la prise de conscience que leur mère avait construit quelque chose de si vaste et complexe qu'il faudrait des années pour le démêler. C'est ce que signifie vraiment l'héritage quand quelqu'un laisse derrière lui plus qu'un simple compte en banque. C'est un héritage qui exige quelque chose de vous, et cette exigence peut sembler écrasante. Le matin du 11 octobre 2025, les services d'urgence ont reçu un appel de la maison de Diane à Brentwood à 8h08. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont transportée à un hôpital local. Elle avait 79 ans, et bien que la cause du décès n'ait pas été officiellement communiquée, ceux qui la connaissaient savaient que sa santé déclinait depuis des mois. Elle avait vécu dans ce quartier de Brentwood pendant de nombreuses années, et jusqu'à quelques mois avant son décès, elle était une figure familière sur les trottoirs, promenant son chien, toujours habillée de la même manière. Chapeau, lunettes de soleil, une sorte d'uniforme qui annonçait qu'elle était toujours elle-même, toujours Diane. Toujours la femme qui portait ce qu'elle voulait et se moquait de ce que vous pensiez. Sa mort a été confirmée par Dory Ratt, une productrice qui avait travaillé avec elle sur plusieurs de ses films les plus récents. La famille a demandé de la discrétion, et les hommages ont commencé à affluer presque immédiatement. Bette Midler, sa co-vedette dans le Club des Ex, a écrit sur Instagram « Je ne peux pas vous dire à quel point cela me rend incroyablement triste. Elle était hilarante, une véritable originale, et totalement dépourvue de duplicité ou de la compétitivité qu'on aurait pu attendre d'une telle star. » Kimberly Williams Paisley, qui jouait sa fille dans Le père de la mariée, a dit « Travailler avec Diane Keaton a été l'un des moments forts de ma vie. Tu es unique en ton genre, et c'était exaltant d'être dans ton orbite pendant un moment. » Même Woody Allen, des décennies après leur collaboration, a publié une déclaration louant son talent et son impact sur son travail. Et Francis Ford Coppola, qui lui avait donné le rôle de Kay Adams il y a toutes ces années, a simplement dit « Il n'y en aura jamais une autre comme elle ». L'élan était mondial, un rappel que Diane Keaton n'avait pas seulement joué dans des films, elle avait changé notre vision des femmes à l'écran. Elle avait rendu acceptable d'être maladroite, d'être incertaine, d'être soi-même. Et ce cadeau, plus que toute fortune, est ce qu'elle laisse derrière elle. Pourquoi Diane Keaton compte-t-elle pour nous? Parce qu'elle a prouvé qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le moule pour être extraordinaire. Elle n'a jamais été l'ingénue. Elle n'a jamais été la bombe. Elle était la femme qui bégayait, doutait d'elle-même et portait des vêtements d'homme, et qui est pourtant devenue une icône. Elle nous a appris que le style ne consiste pas à suivre les tendances, mais à se connaître si bien qu'on crée le sien. Elle nous a montré qu'il est possible de recommencer à 50 ans, d'adopter des enfants quand tout le monde dit qu'il est trop tard, de construire une deuxième carrière à partir d'une passion à laquelle personne ne s'attendait. Elle a démontré que l'indépendance ne signifie pas la solitude. Cela signifie refuser de compromettre les choses qui font de vous ce que vous êtes, et elle l'a fait sans s'excuser, sans explication, sans attendre de permission. Sa fortune, ses 100 millions de dollars qui font pleurer sa famille, est un monument à tout cela. Chaque maison coloniale espagnole restaurée est un témoignage de sa conviction que les belles choses méritent d'être sauvées. Chaque droit d'auteur de film est un rappel que son travail perdure. Chaque dollar est la preuve que vous pouvez être vous-même, pleinement, sans vous excuser, et réussir quand même. La blessure qu'elle portait depuis l'enfance, ce sentiment de ne pas tout à fait appartenir, de devoir travailler 2 fois plus pour être entendue, ne l'a pas définie. Elle l'a alimentée. Cela l'a poussée.
des risques, dire oui quand d'autres auraient dit non, construire quelque chose de durable à partir des morceaux brisés. Et à la fin, n'est-ce pas cela, l'héritage? Pas l'argent, pas les récompenses, mais la transformation de la douleur en beauté, la conversion de la solitude en connexion, la preuve que vous étiez là, que vous comptiez, que vous avez changé la façon dont le monde voyait les choses. Diane Keaton a vécu une vie de créativité incessante et de courage discret. Elle ne s'est jamais mariée, mais elle a aimé profondément. Elle n'a jamais suivi les règles, mais elle a construit une carrière qui s'étend sur 6 décennies. Elle a adopté des enfants dans la cinquantaine et est devenue mère quand le monde lui disait qu'elle avait raté sa chance. Elle a transformé une passion pour l'architecture en un empire de plusieurs millions de dollars. Elle nous a fait rire, elle nous a fait pleurer, elle nous a fait croire qu'il était acceptable d'être étrange, d'être incertain, de chercher quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment nommer. Et maintenant, alors que ses enfants naviguent à travers la fortune qu'elle a laissée derrière elle, les propriétés et les royalties, et le poids de porter son héritage, nous sommes rappelés que le plus grand héritage n'est pas la richesse. C'est l'exemple d'une vie vécue selon ses propres termes. C'est la permission d'être soi-même, même quand le monde insiste pour que vous soyez quelqu'un d'autre. C'est le courage de recommencer, de prendre des risques, de construire de la beauté à partir des ruines. Si le travail de Diane Keaton vous a déjà aidé à traverser une période difficile, si vous vous êtes déjà reconnu dans le charme maladroit d'Annie Hall, ou avez trouvé du réconfort dans son refus de s'excuser pour ce qu'elle était, ou vous êtes senti inspiré par sa réinvention tardive, envisagez de laisser un petit hommage ci-dessous. Même un simple « j'aime » est un murmure de gratitude, une façon de dire « vous avez compté ». Tu as changé ma vision du monde, et nous n'oublierons pas. Repose en paix, Diane. Tu nous as appris à vivre, et ce faisant, tu as laissé derrière toi quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Tu as laissé la permission, et c'est, en fin de compte, la plus grande fortune de toutes.